Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et aujourd'hui, c'est Héloïse Olivier, Head of Joint Maestro, qui est avec nous. Salut Héloïse, comment ça va? Super, merci toi. Ouais, très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter dans quelques mots? Ouais, bien sûr. Du coup, je suis Héloïse et je m'occupe de l'école Maestro du campus de Maria Schools. C'est l'école du produit et de la tech, et donc j'accompagne à travers de cette école depuis maintenant 2 ans et demi des personnes vers un poste de product manager et les compétences tech des équipes de demain. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert le monde du produit et qu'est-ce qui t'a poussé à y faire carrière? Bah écoute, avant de rejoindre Maria Schools, je travaillais à la direction innovation de TF1, et en fait mon ancien directeur de l'époque faisait à ce moment-là la formation Lyon du samedi de Maria Schools, en échangeant avec lui, il m'a parlé d'Annabelle que j'ai eu la chance de rencontrer par la suite, et elle m'a présenté les ambitions de Maria Schools, la vision qui m'a tout de suite beaucoup plu, et du coup c'est comme ça que j'ai découvert Maestro, le produit, et que j'ai décidé de rejoindre à ses côtés le lancement de l'école dont je m'occupe aujourd'hui. Tu es actuellement Head of Joint Maestro. Est-ce que tu peux expliquer ce que vous faites chez Maestro? Tu disais que c'était une école pour devenir product manager, mais du coup, quelle vision du produit est-ce que vous défendez et comment ça se passe concrètement? Ouais, carrément. Peut-être pour définir John Maestro, c'est important de dire ce que c'est Maria Schools aussi, parce que du coup Maria Schools c'est un campus d'école qui a une vision commune qui est de permettre l'employabilité à vie. Pour la petite histoire, Maria Schools vient de Maria Montessori, parce qu'on est très inspiré de ce qu'elle a fait aux enfants pour le faire aux adultes, et donc on est dans cet objectif et cette vision de réinventer l'éducation des adultes pour leur donner confiance et qu'ils puissent être acteurs de leur avenir professionnel. Et donc au sein de Maria Schools, on a cette école Maestro qui forme au produit et à la tech, et donc on est persuadé que pour que ce changement opère, il faut à la fois une rencontre avec un prof, un expert terrain qui vient partager sa manière de travailler, les écueils par lesquels il est passé, la rencontre aussi avec ses pairs. On est convaincu que l'apprentissage c'est un apprentissage interdisciplinaire, collaboratif et communautaire, au sein de Maestro et des différentes écoles de Maria Schools, on forme aux produits et aux nouvelles compétences de demain via cette pédagogie-là. Toi qui est là depuis le lancement de Maestro, comment s'est construite la formation et à qui elle s'adresse? Est-ce qu'il y a un profil type et comment est-ce qu'elle a évolué au fil du temps? Il y a eu beaucoup d'évolutions d'ailleurs le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que la formation elle s'est vraiment construite à force d'itération, d'amélioration suite au retour directement des maestros. Toi-même tu le sais, Timothée, tous les questionnaires de feedback qu'on vous a envoyés. Initialement du coup c'était notre base d'experts produits qui ont structuré un programme avec un socle de compétences qu'on a défini. On a beaucoup interviewé des recruteurs pour savoir en tant que recruteur produit les compétences qu'ils recherchaient dans les profils qu'ils recrutaient. En fonction de ça, on a un peu construit 4 modules, la partie discovery, la partie delivery, la partie organisation et communication et la partie stratégie, qui nous semblent être un peu les 4 socles phares pour avoir des compétences et voir le panel en fait des missions du product manager. Et après en termes de format et de même de contenu, de fond et de forme, on a itéré avec les retours, ce qu'on a les cours qu'on a vu qui fonctionnaient bien, les intervenants, et donc au fur et à mesure on change pas mal le programme, et c'est ce qui fait aussi que c'est intéressant, c'est que c'est un métier qui est mouvant, qui change, qui évolue, et donc c'est important aussi pour nous que la formation évolue autant que le métier, et qu'on ne laisse pas dormir un programme existant qui pourrait devenir vite obsolète. Et justement, le produit, c'est quelque chose qui est plutôt nouveau en France et qui arrive de plus en plus, et du coup les offres de formation aussi, que ce soit Tiga ou Noé qui est aussi un autre bootcamp concurrent de Maestro, ou encore des formations 100% en ligne. Comment est-ce que Maestro justement se distingue de toutes ces autres formations? Du coup, je pense que c'est vraiment via notre pédagogie qui est celle du faire, d'avoir toujours des études de cas différentes par jour, et puis surtout dans le monde du produit, nous le parti pris qu'on a chez Maestro, c'est vraiment de se dire qu'il y a autant de manières de faire du produit qu'il y a d'organisation, et donc de en fait avoir des intervenants différents tous les jours qui viennent partager leur manière de faire, leur expérience produit, pour que ça puisse donner une vision qui ne peut pas être exhaustive évidemment, mais au moins une vision
variée du métier de product manager. Donc évidemment, il peut y avoir par exemple des répétitions ou des éléments qui vont être différents en fonction de la culture. Un ticket va pas être la même chose dans une structure qu'une autre. Mais on a le rôle aussi des coachs produits qui sont là en fil rouge avec nous les responsables pédagogiques et qui ont pour objectif en fait de recentrer, en tout cas dans le cadre de la formation, les objectifs et le rôle du product manager. Mais cette diversité du panel d'intervenants permet en fait d'avoir une confrontation des différentes manières de faire dans le produit. Donc ça c'est un des premiers partis pris. Et puis le deuxième, c'est que Maestro, comme je le disais là au début dans la présentation de la structure, s'inscrit au sein du campus Maria et donc d'une communauté d'alumni, d'intervenants, de recruteurs et même d'événements qui est beaucoup plus grande et sur des thématiques aussi autres que produits. On forme à la RSE, au podcast, à la data, au gros. Et donc ça permet aussi d'avoir un vivier et une énergie collective qui est encore plus grande que celle du produit. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait l'authenticité de Maestro. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est un conseil que beaucoup d'invités du calendrier ont donné, qui est de la théorie c'est bien, mais il faut l'adapter à son contexte et à la boîte dans laquelle on est, puisqu'au final chaque boîte a des contraintes qui lui sont propres. Et c'est vrai qu'au final, pour avoir fait Maestro, chaque jour il y a un intervenant différent qui apporte sa propre expérience de là où des boîtes où il a été. Au tout début c'est un peu confusant parce que tu peux avoir des trucs un peu pas contradictoires mais des manières de faire qui sont un peu différentes, et au final tu arrives assez vite à reconstituer le puzzle de ok, en fait c'est normal, c'est parce que leurs contextes sont différents, et finalement tout ce qu'on nous apprend là, on va devoir l'adapter à chaque situation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aurait probablement pas eu avec un seul intervenant qui aurait fait tout le programme. Ouais, et puis je pense qu'aussi, en effet, tu peux te dire, c'est dur si genre une fois en poste, dans ta prise de poste, tu te vois que c'était pas du tout comme ce que t'avais expliqué tel intervenant sur la manière d'élaborer ta roadmap. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'avoir vu plusieurs outils, plusieurs méthodes et savoir qu'il y a un panel de process qui peuvent être mis en place, et que toi, en fait, en fonction du contexte et de l'entreprise dans lequel t'es, tu vas pouvoir challenger avec l'existant et voir les différentes manières de faire, et le fait d'avoir rencontré plein d'experts et d'avoir vu qu'en fait oui, il pouvait y avoir des choses très différentes dans les différentes organisations, te met dans cette posture non pas du sachant mais juste de t'as une boîte à outils et en fait tu peux utiliser tel ou tel outil dans une organisation et pas tous, et en fait ça permet de garder, je trouve, une humilité au sein de vous les maestros qui rejoignez des entreprises, qui fait que tu vas pas arriver en sachant en mode moi je sais comment faire une roadmap parce que j'ai vu c'est comme ça. Tu sais qu'il y a différentes manières de faire et ça te permet juste de pouvoir activer ces méthodes et ces savoir-faire quand le contexte le permet. Et justement, est-ce que vous, dans votre vision, tout le monde peut faire du produit? Parce que j'ai l'impression que le produit, c'est surtout du mindset et des soft skills. Et du coup, est-ce que tout le monde est apte à faire du produit? Et comment on fait justement pour enseigner une discipline qui repose beaucoup sur les soft skills? Est-ce qu'il y a besoin de filtrer énormément en amont ou de vérifier qu'il y a un bon état d'esprit ou pas? Ouais, je pense que dans le filtrage en amont, il y a plusieurs critères. Il y a en effet le fait que comme ça repose sur des soft skills et un mindset, il faut s'assurer que la personne se remet en question, est bienveillante, a beaucoup d'humilité. Donc ça, je pense qu'en effet, c'est des soft skills à évaluer. Et puis surtout, c'est à doublement évaluer dans le cadre d'une formation où en fait pendant 1 mois et demi, t'es dans un petit cercle clos d'une petite promotion. Donc en fait, au-delà et c'est un peu l'école est un peu le premier pas après du monde professionnel, mais c'est que en fait si déjà tu t'embrouilles avec ton groupe de 3-4 personnes, ensuite dans une structure plus grande et un contexte professionnel, ça va être encore plus compliqué. Donc il vaut mieux se confronter à ça et à ce travail de groupe, à ces soft skills là dans le cadre d'une formation où en fait tu peux totalement te rater dans ton organisation collective, dans ta communication avec les autres, et en fait c'est là où aussi tu vas beaucoup apprendre. Et c'est pour ça que je trouve que les formations bootcamp sont intéressantes sur cette partie soft skills, parce que comme tu es avec de l'humain, que ce soit les intervenants, la structure maestro ou même les participants, en fait tu travailles en groupe et ça joue beaucoup sur tes soft skills, et donc on évalue ça aussi en amont. On n'évalue pas tellement, tu vois, dans le fil de sélection les hard skills, parce que ça on est persuadé en fait qu'on peut le transmettre pendant le bootcamp, et que en fait si la formation est de qualité, ces hard skills là tu peux les acquérir sur le
le temps qu'on a dédié. Les soft skills, c'est plus dur à acquérir si jamais t'es ultra têtu. Faire qu'en un mois tu sois plus du tout têtu, c'est plus ambitieux. Donc en fait, c'est ça en effet aussi qu'on évalue dans le process de sélection. C'est à la fois la motivation et l'intérêt que tu portes au monde du produit, parce que si t'es motivé et que tu te renseignes, que t'as lu beaucoup d'articles, que tu fais beaucoup de veille, ça montre que en fait t'as cet esprit de résilience et ce mindset qui va t'amener vers le retour à l'emploi. Donc en effet, dans les choses qu'on évalue et est-ce que tout le monde peut faire du produit, je pense que c'est surtout tout le monde qui est très curieux, qui va vraiment se renseigner, avoir regardé le jargon, avoir interrogé d'autres product managers, avoir échangé avec des personnes qui font ce métier au quotidien et qui du coup préparent déjà un peu leur reconversion via ce travail en amont. Est-ce que du coup Maestro a pour vocation d'accompagner surtout des gens qui se reconvertissent vers le produit, ou est-ce que vous avez une volonté d'accompagner des gens tout au long de leur carrière produit? Alors en termes de volonté, évidemment, on aimerait accompagner tout le monde tout au long de sa carrière produit. Pour l'instant, on n'a pas lancé un programme d'upskilling particulier, mais ça fait carrément partie des choses qu'on envisage. Et puis après, sur des personnes qui sont déjà en poste, t'en as plus sur le format par exemple cours du soir, parce que du coup c'est compatible avec un poste à plein temps, donc t'as des gens qui vont plus être en upskilling sur ce format-là. Et puis surtout, ce qu'on fait pas mal à l'échelle de Maria Schools aussi, c'est du sur-mesure. On fait des programmes sur mesure sur des problématiques produits d'entreprise, et c'est là où peut-être ça rejoint plus la partie une fois que t'es product people et que t'es au sein d'une organisation, que tu rencontres une problématique sur laquelle t'as besoin de gagner en expertise, tu vois, on va pouvoir senioriser et faire des formations qui répondent à une problématique définie, que ce soit sur des sujets tu vois, de numérique responsable ou même sur des thématiques plus de management ou de structuration produit. Donc ça, oui, c'est quelque chose qu'on fait à l'échelle de Maria. On a formé Accor, CATS, là en ce moment on est à Vive Group. Donc en effet, t'as des structures de product managers qui sont déjà pas de reconversion ni junior et qui viennent juste s'upskiller et gagner en expertise. C'est quoi le truc dont t'es le plus fier concernant Maestro? J'adore cette question. Moi, ce qui me rend super fière et surtout en fait ce qui fait que je suis vraiment très épanouie là dans ce travail chez Maestro, c'est les success stories des alumni qu'on a, de voir en fait des personnes qui parfois sont très éloignées de la tech, du produit, et qui aujourd'hui sont product managers et qui ont certes parfois le process de recrutement peut être long et je dis pas du tout que c'est facile ou ultra accessible, mais c'est juste que de voir la résilience et de voir qu'aujourd'hui ces personnes-là se font des marchés, elles me disaient peut-être 3-4 fois par semaine parce qu'elles ont ça y est une expérience produit d'un an. Je trouve ça magnifique, et en fait je trouve que ça a vraiment du sens de se dire que les reconversions sont possibles, et c'est ça qui me rend très fière chez Maestro. Et pour terminer cette introduction, est-ce que tu as des conseils pour faire de la veille et rester curieux sur le monde du produit? Déjà, j'incite tout le monde à faire beaucoup de veille, parce que c'est quand même, je le vois dans les intervenants, dans les participants, quelque chose qui sert énormément. Moi, j'adore le ticket, la veille qu'ils font, leurs articles, leurs tapas produits. Ils sont très ciblés sur évidemment le monde du produit, mais ils ont aussi un panel très exhaustif de ce qui se passe. Donc moi, je trouve ça génial. Et évidemment, si vous n'êtes pas déjà abonné à la newsletter de Maestro, c'est évidemment aussi un très bon moyen de faire de la veille. Et surtout les Maestrix, on organise des interviews de personnes du monde du produit chaque semaine et qui sont en replay sur notre chaîne YouTube. Donc c'est aussi un des très bons contenus. Et puis même on a plein de ressources gratuites sur notre site. Donc c'est aussi évidemment un bon moyen de faire de la veille et de rester curieux sur cette partie du produit. On passe maintenant à la deuxième partie qui concerne plus ta vision du produit, et un conseil que j'aime bien demander à chaque fois, c'est quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui?
C'est une bonne question en effet. Ça va rejoindre un peu la réponse que je donnais juste avant sur la partie veille, mais je suis persuadée que faire de la veille, de se renseigner, d'appréhender le jargon, de regarder nos vidéos, d'échanger avec d'autres product managers, ça reste clé pour se lancer. Déjà parce que ça permettra de mieux cibler les points de progression et ce que la personne sait déjà très bien faire. Et surtout, ça permettra aussi de cibler une organisation et un produit qui correspond à la personne et dans lequel elle peut être épanouie, sachant que tout job de product manager, c'est pas parce qu'il y a écrit product manager que ça peut correspondre à la personne qui veut se lancer dans le produit. Donc je pense que tout ce travail d'échange et de rencontre en amont est vraiment clé pour pouvoir se lancer dans le produit. Dans le calendrier, il a été abordé par Fabrice Desmazeries le premier jour que les diplômes étaient de moins en moins demandés par les entreprises et que c'était le mindset qui était pris en compte. Pourtant, même sans demander de diplôme, il y a souvent une expérience en produit qui est demandée. Comment justement tu conseillerais aux gens de réussir leur reconversion et de réussir à justement se faire une place dans le monde du produit? Bah c'est ça que je trouve bien dans la reconversion, et d'ailleurs c'est même en échangeant avec des recruteurs qui me disaient qu'ils valorisaient ça chez les profils des maestros, c'est qu'en fait la grande chance des personnes qui se reconvertissent, c'est qu'elles ont une maturité business et une expérience professionnelle que d'autres plus juniors n'ont pas. Et donc ça c'est totalement valorisable dans le rôle du product où en fait t'as quand même une grosse casquette de stratégie et dans les 3 piliers tech, utilisateur, business, d'avoir déjà une bonne connaissance de la partie business, c'est un bon point. Et donc je pense que c'est vraiment un moyen aussi de se différencier et de se faire une place. Et après il y a aussi tout un travail dans la partie recrutement, d'identifier dans ces expériences passées là, au-delà de la maturité business, qu'est-ce qui se rapproche le plus du produit et qu'est-ce qui peut être transposable et qu'est-ce que je peux formuler et en fait faire des ponts entre mes expériences passées et la partie produit. La maturité business, tu la vois par l'expérience professionnelle passée ou parce qu'il y a principalement des profils business qui font maestro? Par l'expérience passée plutôt, parce qu'en fait si t'as déjà travaillé je sais pas même juste 5 ans, t'as déjà eu une connaissance des organisations, de la manière de structurer des moyens de fonctionner au sein d'une entreprise. Même tu vois, si toi t'es développeur et tu passes côté PM, ça veut pas dire que t'étais sur un poste de business analyst avant, mais ça veut dire que t'as quand même déjà travaillé en squad ou dans une organisation. Mais ça c'est une maturité qui fait en fait mine de rien qui est un énorme gain de temps pour les personnes qui vont te recruter ensuite. Et est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais aimé savoir avant de lancer Maestro? Dans les choses que j'aurais aimé savoir, c'est que en fait les produits canons ne font pas forcément les meilleurs produits. Je m'explique. C'est que au départ, je m'étais dit en fait en termes d'intervenants et de même de produits sur lesquels travailler, on va essayer de viser tous les beaux produits tech que moi j'utilise sur mon téléphone et qui sont les meilleures apps que j'utilise au quotidien. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que tout le challenge et toute la stimulation aussi intellectuelle que peut avoir un product manager peut être pleinement épanoui sur un produit qui n'est pas forcément ni connu ni idéal, parce que justement il y a des gros enjeux produits, qu'il y a justement quand la plateforme ou l'application ne marche pas du tout, c'est des vrais enjeux et le product manager est d'autant plus central. Et donc en fait c'est ça que j'ai appris et que je savais pas avant de me lancer dans Maestro, c'est que en fait les product managers peuvent aussi s'éclater sur des produits qui font pas rêver d'un point de vue extérieur. Et du coup, j'imagine que tu croises beaucoup de gens du produit à Maestro. Comment est-ce que tu vois le monde du produit évoluer? En effet, c'est vrai que c'est marrant de voir surtout dans les équipes produits et dans ce monde du produit les nouveaux métiers un peu liés au produit comme product ops et même product builder qui prennent de plus en plus d'importance et je le vois en ayant lancé la formation no code aussi de Maestro, mais ce métier de product builder il y a même un an et demi n'existait pas forcément beaucoup, il était assez restreint à des cultures d'entreprise comme Payfit qui en avait créé des postes à part entière. Et je vois quand même que de plus en plus j'ai plus de recruteurs qui me contactent pour demander des profils de product builder, que il y a de plus en plus d'entreprises qui structurent des offres de postes qui sont nommées product builder, parce qu'avant t'avais des makers et t'en as toujours, mais ce que je veux dire c'est que dans ce monde du produit vraiment t'as des postes comme ça qui apparaissent et qui prennent plus d'importance. Là aussi le gros sujet du moment c'est le PLG, là le product led growth. Voilà, il y a des thématiques et des branches métiers qui prennent de plus en plus d'importance et je trouve que c'est des belles évolutions aussi, parce que ça montre des nouvelles compétences auxquelles il faut former les maestros et les personnes qui ont envie d'évoluer dans le monde du produit. Et justement, en parlant de former des gens, c'est quoi tes plus gros challenges aujourd'hui?
J'en ai plusieurs. Je dirais que déjà il y a maintenir un bon taux de retour à l'emploi. Là le paysage des startup tech est pas forcément toujours favorable, donc je trouve qu'il y a quand même un enjeu de maintenir un taux de retour à l'emploi qui est un temps de recherche aussi qui soit moindre. Là où au début on pouvait calculer nos retours à l'emploi sur 6 mois, parce qu'en fonction du nombre de gens qui vont chercher à la sortie bootcamp ou qui vont prendre un peu plus de temps, là j'aimerais réduire à 3 mois. Donc réussir à maintenir ce beau taux de retour dans un temps limité, c'est un beau challenge. Et puis aussi c'est aussi comment on réussit à scaler Maestro en faisant je sais pas plusieurs campus, plusieurs promotions, tout en gardant évidemment l'aspect humain qui est ultra central dans notre pédagogie et dans notre manière de faire. Qu'est-ce qui du coup fait pour toi un bon product manager et une bonne équipe produit? Plusieurs choses. Je pense déjà il y a trouvé le bon équilibre entre justement ces 3 piliers dont je parlais tout à l'heure qui sont le business, la tech et les utilisateurs. Et donc pour trouver cette bonne balance, c'est savoir dire non, prioriser. Et je pense que l'équipe produit doit aussi bien communiquer en interne et en externe. En externe avec ses utilisateurs et aussi en interne pour embarquer tout le monde dans cette culture produit et cette vision produit. Et donc voilà, je pense que le bon product manager, c'est pas le mouton à 5 pattes parce qu'il n'existe pas. Mais il sait s'entourer et surtout il partage cette vision produit et il a une bonne connaissance aussi de son produit et de ses utilisateurs. On passe maintenant à la 3e partie qui est le thème du jour. Tu as donc choisi de nous parler du passage d'une vision projet à une vision produit. Pourquoi ce choix? Parce qu'avant de rejoindre Maestro, je connaissais pas du tout la vision produit. Pour moi, être product manager, c'était vraiment une section de marketing sur des produits physiques. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à échanger avec des experts que j'ai eu l'impression que ce rôle qui était décrit ressemblait beaucoup à celui de chef de projet. Donc au début, j'étais là, ah oui, en fait, c'est un chef de projet. Et en fait, en creusant, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une différence et que c'était pas exactement pareil et que les deux visions pouvaient être un peu ambiguës pour quelqu'un qui se lance sur cette connaissance du métier de product manager. Donc je trouve que c'est un métier intéressant pour une cible de personnes qui s'intéressent aux produits, en fait de voir, et que c'est surtout aussi une question très récurrente dans les personnes qui s'intéressent à Maestro, qui me disent tout le temps ah oui mais du coup c'est quoi la différence entre chef de projet, chef de produit, et donc je trouvais ça intéressant de revenir sur cette thématique là. Même sur les annonces de Welcome to the Jungle, des fois c'est pas toujours hyper clair. Ouais. Et puis t'as des c'est aussi une question de culture interne, donc tu peux avoir des postes de product manager qui sont en fait 100% des chefs de projet dans les faits, donc c'est aussi savoir bien identifier ça, et je pense que en parler et déjà dire qu'il y a une différence et que c'est pas la même chose, ça permet de ensuite porter un regard différent sur la fiche de poste et sur son rôle pour pouvoir aussi transitionner vers une culture plus produit en interne. Et donc comme tu le disais, t'as travaillé à titre personnel en mode projet avant de rejoindre Maestro. Qu'est-ce que pour toi la vision produit apporte tant aux organisations que à ceux qui y travaillent? Je pense qu'elle apporte une vision plus générale et à long terme, et que du coup ça donne aussi aux personnes qui y travaillent et à tous les concepteurs, que ce soit les PM, les développeurs ou même les designers, une compréhension plus claire en fait de dans quel sens vont leurs efforts et à quoi ça va contribuer dans l'organisation plus grande du business et des utilisateurs. Là où le projet, en fait, pour moi la vraie différence déjà entre projet et produit, c'est que le projet il a une fin, tu vas de un point A à un point Z, là où le produit, il a jamais de fin, il est en évolution permanente et en amélioration continue. Donc déjà, t'as besoin de te projeter dans une vision plus large et plus long terme. Et du coup, pour toi, toute entreprise peut passer en mode produit, ou il y a justement des entreprises qui n'ont pas d'intérêt à passer dans ce mode-là? Évidemment, moi je suis convaincue qu'une approche produit en termes de produit tech fait que tu mets tes utilisateurs au centre, donc ça a un intérêt évidemment business, mais aussi de réussite et de valeur de ton produit. Après, je pense que les conditions pour un passage en mode produit sont à travailler, et c'est des choses sur lesquelles c'est pas du tout inné. Donc tu vois, en termes de, par exemple, en interne, moi ce que je vois et ce qui me semble important pour passer sur une culture produit,
c'est à la fois d'avoir des OKR précis, tu vois, de savoir définir c'est quoi en fait nos objectifs, nos résultats, et pour que du coup la vision en découle et qu'elle soit bien communiquée et claire pour tous. Et après, je pense qu'il y a aussi des rituels et des process à mettre en place, tu vois, que ce soit dans les meetings ou dans les manières d'interagir, des outils à utiliser, est-ce qu'on va faire nos tickets sur Jira ou tu vois en fait je pense que ça il y a à la fois la partie un peu plus en hauteur de vision et de strat, et ensuite qui vient dans du très concret de rituel, et après évidemment une partie de communication, d'alignement avec les différentes équipes, et voilà, de savoir bien définir ta North Star métrique, tes KPI clés à suivre. Et donc ça c'est pour toute la partie interne de la culture produit. Et je pense qu'aussi en externe, être sur une culture produit, comme je le disais, c'est être centré utilisateur. Donc c'est pouvoir faire des tests, des entretiens quali, des études quanti, des rétrospectives, et en fait pour s'assurer que tu prends bien en compte les retours utilisateurs et que tu es vraiment centré aussi utilisateur dans ta démarche. Comment est-ce que au sein de l'équipe produit, tu t'assures que même si tout le monde a l'air de collaborer ensemble, que tout le monde ait bien compris que tu fais partie d'une seule et même équipe, et que le but c'est d'avancer dans la même direction, et qu'il n'y a pas différentes parties de l'équipe, genre la tech d'un côté, le produit de l'autre? Ça, je pense que en effet, c'est un rôle important du product manager, et d'ailleurs c'est un peu une idée reçue, hein, mais dans product manager t'as quand même manager, et il y en a qui peuvent penser que le product manage la squad et pas du tout. Je trouve que c'est aussi un biais dans lequel il faut pas tomber. Le product manager collabore avec les devs et ne manage pas les devs, et donc en fait je trouve que c'est aussi dans l'organisation de ta squad et les process et rituels que tu vas mettre en place que tu arrives à être dans une posture d'alignement et de travail collectif qui est ni hiérarchique ni managérial. Et du coup, qu'est-ce qui est le plus dur en termes de mindset quand une personne souhaite passer du mode projet au mode produit? Je pense que c'est d'accepter que son produit ne peut pas être parfait, parce qu'un projet, comme t'as une fin, tu peux te dire ok, c'est bon, j'ai tout réussi, j'ai coché toutes mes cases et c'est bon. Le produit, voilà, il y a pas de fin, il est améliorable en continu, et donc je pense que ça peut être dur en termes de mindset d'accepter qu'il y a des erreurs, d'accepter de faire des compromis, d'accepter que c'est pas la priorité, et donc je pense que c'est ça un peu la difficulté aussi de passer en mode produit. Et pour revenir du coup à Maestro qui aide du coup des gens à passer en mode produit, quel est le pourcentage, enfin la proportion d'étudiants de Maestro qui du coup viennent de justement cette partie projet et qui ont été chefs de projet par exemple, et est-ce que ça leur apporte des avantages ou au contraire des inconvénients d'avoir un tel background? Du coup, je pense que les personnes qui ont un background de chef de projet, t'en as pas mal évidemment dans les promotions maestro. Je dirais que sur une promotion de 15 par exemple, tu dois en avoir 3-4 à chaque fois, parce que en fait, comme je disais, t'as un peu un paradigme où le chef de projet a des missions qui sont, et des pans de son poste qui se recoupent énormément avec le product manager. Dans ces missions-là, tu vas avoir le côté collaboration et de vision en fait de aussi mener tu vois, par exemple quand tu vas être sur la delivery d'une features, tu vas voilà, collaborer avec ton dev et ton designer pour aller de un point A à un point B, qui est le point B étant de délivrer la features, et donc tu as toute cette casquette quand même de mise en place, de gestion et d'études qui se recoupe avec la partie chef de projet. Donc ça, je pense que c'est des avantages, parce que t'as justement cette partie vraiment très opérationnelle et organisationnelle et de gestion qui se recoupent. À l'inverse, l'inconvénient, c'est que je pense qu'en termes de mindset, de prise de hauteur, d'accepter que justement t'es pas forcément déjà un product manager, ça, je pense que c'est un peu un des inconvénients. Et du coup, justement, en parlant de ce mindset-là, comment est-ce que vous arrivez à estimer qu'une personne a le bon mindset pour pouvoir passer de projet à produit? C'est une bonne question, parce que et c'est aussi la force de Maestro, c'est de garder l'authenticité, la diversité des profils, et ça je trouve ça ultra essentiel, et on fait attention à bien avoir justement un panel de profils très variés, mais je pense que s'il y a 3 choses qui permettent d'estimer quand même un bon mindset produit, je dirais la bienveillance, l'écoute et la remise en question de l'existant, c'est-à-dire accepter que on n'a pas une voix royale et qu'on peut questionner que ce soit son produit ou ses manières de faire. Je trouve que c'est quand même en tout cas dans les profils de Maestro, 3 compétences que j'ai vues qui sont ultra essentielles pour bien mener ses missions de product manager.
disais un peu plus tôt que du coup Maestro accompagnait parfois des entreprises et des équipes entières dans des entreprises. Comment est-ce que tu t'assures que ok, la formation va se faire, les gens vont apprendre plein de choses, ils vont être extrêmement motivés pour l'appliquer dans la boîte, mais comment est-ce que tu t'assures par la suite que la culture produit que tu leur apportes, elle va durer dans la durée et que ils vont avoir de quoi quelque part être des sponsors ou des ambassadeurs de cette culture-là au sein de l'entreprise? Ça, c'est parce qu'on les lâche pas. On fait des rétros, on fait des points d'ancrage a posteriori. Tu vois, c'est-à-dire qu'avant la formation, on va définir, et c'est d'ailleurs pour faire le sur-mesure, t'as besoin de ça, t'as besoin de définir cette formation sera un succès si. Et là, on va lister des points d'objectifs à accomplir. Et puis ensuite, on va mettre en place des moyens d'évaluation des compétences et des acquis que tu vas faire à 3 mois, par exemple, pour t'assurer que ce que t'as transmis est mis en place, et de voir en fait si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu mets en place pour continuer à faire en sorte que l'équipe aille vers ce shift et la mise en place de cette culture produit. Et pour terminer cet entretien, est-ce que tu aurais 3 astuces que tu peux partager avec ceux qui nous écoutent pour tous ceux qui souhaitent apporter une culture produit au sein de leur organisation? Ouais, alors il y a c'est dur de limiter à 3. Mais je pense déjà le premier pas entre guillemets, ce serait d'identifier pourquoi aujourd'hui dans la structure il n'y a pas de culture produit. En fait, quels sont les blocages, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est le top management? Est-ce que c'est les autres équipes? Enfin voilà, quels sont les blocages pour adapter en fait en fonction ces actions. Et après va y avoir les astuces plus que je disais de d'OKR et de strat vision long terme et une vision produit communiqué et clair pour tous, l'astuce de mettre en place des rituels et des process bien définis avec les différentes équipes, et puis évidemment l'alignement et la communication en interne avec les équipes et en externe avec les utilisateurs. Trop bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de l'avant du produit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou un mot de la fin? Qu'est-ce que je pourrais rajouter comme mot de la fin? Je dirais, je sais pas si vous vous rendez compte que votre structure est en mode projet et pas produit, et que vous n'arrivez pas à avancer sur ces blocages, n'hésitez pas à tourner vers nous, Maria Schools. On sera ravis de vous faire soit une formation sur mesure, soit de voir si le format existant peut correspondre à vos points de blocage. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!